Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Ménendi, les aventuriers de l'étrange. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange. Ce week-end entier sera consacré à vos témoignages. Beaucoup d'histoires aussi étranges les unes que les autres, qui vont se succéder dans cette émission et celle de demain dimanche. Je suis, vous le savez, à votre disposition pour répondre avec mes invités à toutes les questions que vous vous posez concernant les phénomènes paranormaux en règle générale et en particulier sur ceux que vous avez vécus. À mes côtés, bien sûr, comme à chaque fois que nous vous invitons à nous relater vos histoires et à poser vos questions, Pierre Macias. Pierre, bonsoir. Bonsoir Louis. Comment vas-tu ? Ça va, merci. Pierre, tu es le webmaster, comme l'on dit dans le jargon internet, du site internet où il y a toutes les émissions. Voilà. Depuis la première au mois de mars 2006. Jusqu'à ce soir. Jusqu'à la semaine dernière. Voilà, jusqu'à la semaine dernière. Et puis celles de ce soir et de demain seront à télécharger dès mardi sur le site internet, donc qui est psiland.org, 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 où je vous le rappelle, vous pouvez télécharger toutes les émissions, les écouter sur votre iPod, sur votre lecteur MP3, ou tout simplement les écouter en ligne sur internet, tout simplement. Les émissions sur le site aussi sont en MP3, on peut les récupérer sur un lecteur et les écouter. Il n'y a pas de souci. Avec, bien entendu, tu mets en référence à chaque émission les conférences dont on a parlé, les livres, toutes les informations qu'on a pu dire pendant l'émission, les conférences, les dates de conférences, les lieux, les ouvrages de référence. Des invités, etc. Voilà. Très bien. Ce qui concerne les invités. Pierre Macias, donc, qui est avec moi ce soir. À ses côtés également, Renaud Évrard, membre du GEMI, du groupe d'étudiants de l'Institut international métapsychique, de l'Institut métapsychique international. Voilà, c'est mieux dans ce sens-là. Renaud, bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu ? Très bien, très bien. Bon. Renaud et Pierre sont donc en ma compagnie pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez vécu un phénomène paranormal, eh bien, n'hésitez pas. C'est ce soir ou jamais, vous pouvez venir nous raconter ce que vous avez vécu. Alors soit en appelant Morad qui est au standard, qui vous attend et qui vous prêtera une oreille tout à fait attentive. Vous nous appelez au 0826 300 300, 0826 300 300. Ça n'est pas un numéro surtaxé, je m'empresse de vous le dire, et puis nous vous rappelons de toute façon, donc c'est nous qui payons la communication. 0826 300 300, ou vous pouvez également intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous laissez un espace, vous rédigez votre texte, votre commentaire, votre réaction, votre question, et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange. Pierre Macias, Renaud Évrard, nous accueillons notre premier témoin ce soir. Il s'agit d'Arlette qui nous appelle de la Haute-Garonne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Merci à vous d'abord d'avoir accepté de venir nous faire part de ce que vous avez vécu. Vous avez vécu quelque chose de très particulier parce qu'on en a parlé au téléphone avant, évidemment. D'ailleurs, je vous remercie de la très gentille lettre que vous m'avez envoyée. Ma chère Arlette, ce que vous avez vécu est quelque chose de particulier, vous n'étiez pas toute seule. D'abord, c'était il y a combien de temps ? Ça s'est passé il y a quelques années, c'est-à-dire 6-7 ans. Mmh. Et, comme je le disais précédemment, vous n'étiez pas toute seule à ce moment-là. Voilà. J'étais avec des amis. Nous étions 3.
Nous discutions tout à fait normalement. C'était une journée ordinaire et une de mes amies, Chantal. Vous étiez en train de faire quoi et dans quel lieu pour qu'on puisse un petit peu situer le cadre? Alors, c'était dans une cuisine. Oui. Nous étions en train de faire des foie gras. Oh, quelle chance. C'est-à-dire, nous étions extrêmement loin de penser ce qui allait se passer quelques secondes après. Oui. Alors, vous étiez donc en train de faire les foie gras, de discuter de la vie, de choses et d'autres, j'imagine. Absolument. C'est alors que Chantal, a discuté de son enfance. C'est une personne qui a perdu ses parents extrêmement jeune et qui a été élevée par sa grand-mère. Oui. Voilà. C'est alors qu'elle nous a parlé de sa grand-mère de façon tout à fait émouvante, en disant que vraiment elle était très très proche d'elle dans la pensée, très 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 souvent à toute heure de la journée, des jours, des semaines, des années. Ouais. Et quand elle vous parlait quand elle vous racontait son enfance avec cette grand-mère, vous sentiez qu'il y avait vraiment de l'émotion, vous qui la connaissiez bien. Absolument. Ouais. Et que racontait-elle donc à propos de cette grand-mère qu'elle aimait beaucoup? Eh bien, justement, elle racontait que quand elle était petite, un des souvenirs qui l'avait vraiment marqué, c'était que la grand-mère lui avait offert une boîte à musique. Et que vraiment, cette boîte l'a suivie très 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 longtemps. Et elle l'a égarée il y a un moment. Bon, et au moment justement où la boîte, où Chantal parlait de la boîte à musique, j'avais sur une étagère un moulin, une boîte à musique qui représente un moulin, et justement cette boîte à musique s'est mise à tourner. Toute seule? Absolument. Il faut dire que nous étions loin de cette boîte à musique, que nous n'avons pas bousculé le placard, que nous avons été toutes les trois très très surprises. Pendant une seconde, il y a eu un silence. Et ensuite, nous nous sommes regardés stupéfaites en disant voilà, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'imagine, oui. Et alors, pour bien comprendre, décrivez-nous un petit peu cette boîte à musique, donc qui, comme vous nous le disiez à l'instant, a une forme de moulin, c'est ça? Voilà, c'est une boîte à musique neuve. Oui. En forme de moulin, en faïence. Oui. Et il faut la remonter, j'imagine, pour qu'elle fasse de la musique. Il faut tourner une manivelle. C'est cela même. Il faut tourner une manivelle, hein. Voilà, il y a une clé et il faut tourner pour que la boîte se mette à faire de la musique. Voilà, tout à fait. Et une question comme ça qui me vient à l'esprit en attendant en vous entendant nous raconter cette histoire, est-ce qu'il y avait une correspondance entre l'air que jouait la boîte à musique, justement cadeau de la grand-mère de Chantal, et cette boîte à musique que vous aviez? Parce que vous savez, c'est souvent les mêmes airs qui sont enregistrés sur ces boîtes à musique. Est-ce que c'était le même air? Aucune idée. Ah, ça vous n'en avez pas parlé? Non. Ah, d'accord, non. Très bien. Et elle était à quelle distance de vous à peu près, cette petite boîte à musique, placée sur une étagère, donc en hauteur un peu, hein? En hauteur, vraiment en hauteur, et elle était éloignée. Il y avait la table qui nous séparait. Oui. Donc à 3-4 mètres, quoi, à peu près, 2-3 mètres. Oui, maximum. au moins. Oh, oui. C'est-à-dire, il n'y a pas confusion, on n'a pas pu bousculer le placard. Ça s'est passé uniquement à ce moment-là, parce que cette boîte à musique, je l'ai depuis des années. Oui. C'est la première fois qu'elle s'est fichue à faire la musique, dont notre stupéfaction. Ah oui, j'imagine. Et que s'est-il passé? Elle a joué longtemps Non, pas vraiment. Oui. Elle a quelques secondes. Ah, quand même, c'est-à-dire qu'elle elle a fait plusieurs notes, quoi, vraiment. Ah oui. Et j'imagine que l'émotion de votre amie Chantal a dû être grande. Eh bien, c'est là que
Non, elle a été stupéfaite d'abord et ensuite nous en avons parlé, mais sans comprendre. Ouais. Et justement, mes amis, les 2 amis, ne veulent pas savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire... Par crainte peut-être ? Comment ? Par crainte peut-être ? Oui, par crainte, et puis par inquiétude, elles éprouvent un malaise quand on en parle et elles ont préféré oublier. Oui. Cela dit, c'est vrai que c'est assez particulier quand même, ce genre de situation. Est-ce que Chantal, peut-être vous en a-t-elle fait quelques confidences, je ne sais pas, mais est-ce que Chantal vous a fait part de quelques phénomènes paranormaux qu'elle aurait vécu également avant? Non, pas du tout, non. Non. C'est une personne très douce, très gentille, chrétienne, pratiquante. Non, tous ces phénomènes-là, ça lui échappe. Et puis non, elle n'a jamais vécu ce genre de choses, pas plus que l'autre personne qui était avec nous. Oui, effectivement. Bien écoutez, là ma chère Arlette, vous restez avec nous. Je vais me tourner vers Renaud et Pierre pour que ils nous livrent un petit peu leurs impressions et peut-être vous poseront-ils quelques questions. Renaud Évrard, tout d'abord, comment peux-tu apporter quelques éléments de réflexion à l'histoire que nous a rapporté si gentiment Arlette? D'abord, bonsoir Arlette. Oui, bonsoir. Vous racontez une belle histoire, une sorte d'épisode comme ça, et moi je m'étonne que vous, justement, vous n'ayez pas essayé de l'oublier comme les autres, en fait, parce que ça a dû vous surprendre. Absolument, mais je suis réceptive, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'il m'est arrivé un genre de situation comme ça. D'accord, et est-ce que vous avez... vous dites que les autres étaient chrétiennes pratiquantes. Oui. Vous êtes aussi chrétienne pratiquante? Non. D'accord. Vous pensez que ça joue un peu, ce fait de... Oui, parce qu'elle m'en a parlé. Elle me dit, moi, je crois déjà à une chose, et je m'en tiens à cela, et je ne veux pas penser quoi que ce soit qui se passe de bizarre autour. D'accord. Et vous le comprenez comment? Ce que m'a dit mon amie Chantal, je la comprends parfaitement. Non, mais le phénomène en lui-même, vous, si vous essayez de l'expliquer, vous... Je ne sais pas justement si j'ai pris contact avec monsieur Benetti, pardon. Oui, je vous en prie. C'est justement parce que je souhaiterais avoir la compréhension. Voilà, je voudrais comprendre. Parce que moi, j'ai la curiosité. Oui, c'est bien, c'est une très bonne chose. Vous avez la curiosité, puis vous avez dit aussi que vous étiez sensitive, donc que peut-être c'est des phénomènes qui auraient autour de vous, et vous pensez que vous êtes lié à ces phénomènes d'une façon ou d'une autre. Oui, si l'on veut, mais... Non, dites-moi si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a pas de problème. Si, absolument, mais je le prends tout naturellement. D'accord. Je ne suis pas impressionnée par ces phénomènes. Par ces phénomènes. Oui, il n'y a pas forcément de raison d'être impressionné. C'est vrai que là, comme vous l'écrivez, il n'y a pas d'action mécanique, donc on est vraiment dans quelque chose de bizarre. Mais en même temps, vous décrivez très bien la scène et on voit très bien que ce qui pointe, c'est une situation affective très chargée, une atmosphère comme ça, une ambiance. Et puis en même temps, une sorte de discours sur l'au-delà, sur la grand-mère, sur le passé. Oui. Et donc on a comme une sorte de constellation de plusieurs éléments qui nous ferait penser que c'est à ces moments-là, justement, qu'on parle du loup, que le loup frappe à la porte, quoi. Et d'une certaine façon. Et donc là, comme on l'entend dans votre discours, ce serait comme une action qui est liée justement à tous ces affects, à toutes ces émotions qui circulent. Et ça, en fait, c'est d'une certaine façon naturel, au point même que les parapsychologues ont appelé ça la situation psy. La situation, justement, très chargée affectivement, avec comme ça ça peut être en groupe, généralement en groupe, et donc c'est dans ces moments-là que des phénomènes dits paranormaux se produisent fréquemment.
C'est dans ce genre de contexte comme ça, d'émotions fortes, de liaisons fortes entre des amis que peuvent se produire ce genre de phénomène. Hein. Voilà. Ouais. Qu'en pensez-vous, Arlette? C'est peut-être ce qui s'est passé finalement, parce que quand même cette boîte à musique n'a jamais joué toute seule. Jamais. C'est la première fois. Oui, la situation entre amis, d'accord, mais nous étions tellement loin de penser. Nous aurions parlé de justement de situations paranormales parce que ça arrive de temps en temps entre amis et pas avec ces amis-là. Bon, je comprends, mais vraiment ce jour-là, nous étions loin d'imaginer. Ce qui allait se passer. Ouais. Mais en même temps, le signe que ce soit la boîte à musique et pas, je sais pas, l'armoire ou le four qui se mettent à brailler, c'est quand même, ça montre quand même que c'est une forme de signification qui émerge à l'extérieur, mais une signification qu'il faut justement rapporter à ce contexte, à ce discours, et donc on peut pas dire que c'est un élément séparé du tout de ce discours ou un dysfonctionnement. Dans ce sens-là, c'est-à-dire que ce serait comme du sens. Oui. Qui seraient à l'extérieur. C'est des choses, par exemple, qui sont soit trop chargées affectivement et alors elles peuvent pas être contenues par une même personne, ou soit c'est du non-dit des fois, ou des choses inconscientes qui vont être justement projetées. Mais là, peut-être que c'est pas votre problème à vous, c'est un problème à Chantal. C'est son problème à elle d'avoir comme ça reçu une sorte de signe. Oui. Elle se bataille avec, elle résiste encore, mais en même temps elle l'a entendu. Je pense que c'était quelque chose dont elle avait besoin, elle, et donc vous avez été toutes témoins et surprises de ça, mais finalement, c'est peut-être pas votre problème à vous. Ah non, absolument pas. Bon, c'était ma boîte à musique, mais c'est Chantal qui a fait... Disons que le message était clairement adressé à Chantal. Pour moi, oui. Oui, c'est clair, puisqu'elle avait une relation forte avec cet objet que lui avait offert sa grand-mère, à qui elle tenait beaucoup, évidemment. Et donc, c'est une boîte à musique qui a réagi. Voilà, enfin, c'était quelque chose pour elle. Mais alors, Renaud, parce que je comprends l'interrogation de Arlette, et puis sûrement que Chantal se pose la question, plusieurs auditeurs également. Ça peut être autre hypothèse. Alors là, c'est hypothèse peut-être un peu folle, mais c'est peut-être tout simplement la grand-mère qui a fait jouer cette boîte à musique. Oui. La grand-mère de Chantal, la grand-mère décédée de Chantal qui a peut-être fait ça. Mais tout à fait. Enfin, on a ça à l'idée. Après, ce sera difficile à prouver, mais évidemment. Quel autre signe fort pouvait être lié à ce discours, en fait? C'est vrai que là, on a vraiment quelque chose. Mais ce qui importe, c'est pas tellement qu'on arrive à déterminer aussi c'est ou pas la grand-mère. Par exemple, certaines personnes, après ce signe-là, auraient essayé de chercher d'autres signes en faisant des séances spirites, tout ça. Ouais. Là, on aurait peut-être un peu fixé et envenimé les choses. Non, je pense qu'il y a peut-être à discuter avec Chantal. Là, c'est vrai qu'elle est sur une position un peu fermée, mais comme il y a d'autres personnes qui ont ce genre de témoignage, il y aura peut-être moyen de l'ouvrir et de lui permettre de mieux intégrer la chose. Pierre, qu'en penses-tu de cette très jolie histoire finalement ? Oui, c'est une jolie histoire et j'adhère totalement à ce qu'a raconté Renaud, à ce qu'a développé Renaud. Ça m'a fait penser à une autre situation du même genre dans le domaine de la transcommunication. Alors, je recherchais à l'instant les noms. La transcommunication, c'est-à-dire la communication avec l'au-delà, entre guillemets. Avec l'au-delà, typiquement maintenant avec les cassettes, un mini-cassette et une cassette qu'on enregistre dans le vide. Et justement, il y a une histoire comme ça, mais je recherchais les noms des protagonistes, je les ai pas retrouvés. C'est peut-être Monique Simonet qui avait fait la connaissance d'un monsieur qui voulait en savoir un petit peu plus sur la transcommunication, qui avait perdu son épouse et qui demandait à Monique Simonet, pardon si c'est pas elle, mais c'était une proche de Monique Simonet si ce n'est elle. Donc ce monsieur demandait des nouvelles, je dirais, il demandait un petit peu à être convaincu de la transcommunication, de la possibilité de retrouver son épouse à travers des communications faites par Monique Simonet. Il y croyait pas trop en fait, et puis lors d'une séance de transcommunication,
Monique Simonet lui dit, ben voilà, votre épouse, enfin, ils avaient eu un message de a priori, enfin, son épouse, disons, et qui lui disait, entre autres choses, la boîte à musique te convaincra. Bon. Ou quelque chose comme ça. La boîte à musique te convaincra, t'expliquera. Et ce monsieur, qui était a priori plutôt sceptique, il venait voir simplement comment ça pouvait se passer. Il rentre chez lui, et puis quelques jours après, il est dans sa cuisine, il prépare à dîner, et tout d'un coup, dans son appartement, il entend une petite musique qui se déclenche. Et de fait, c'était une boîte à musique dans une chambre qui s'est déclenchée à ce moment-là, quelques jours après. Et ce monsieur était collectionneur de boîtes à musique. D'accord. Et donc, il l'a interprété évidemment comme un signe. Comme étant un message de son épouse défunte. Voilà, c'était la réponse en fait à ce message qu'il avait eu plusieurs jours auparavant et qu'il ne pouvait pas comprendre à ce moment-là, qu'il trouvait complètement ridicule, qu'il ne pouvait pas comprendre à ce moment-là. Donc la boîte à musique se déclenche et là prend toute la signification. Mais maintenant, ces boîtes à musique, personnellement, ça m'a fait penser en même temps à un autre phénomène qu'on a beaucoup vu à l'époque de Uri Geller. La télékinésie. La télékinésie. Oui. Alors évidemment. Arlette, la télékinésie, c'est-à-dire le pouvoir par la pensée de faire bouger quelque chose ou de le transformer. Hein? On va utiliser le terme exact, je vais dire psychokinésie. Oui, psychokinésie. Même définition, c'est un terme plus exact. Donc spontané, qu'on peut assimiler souvent à ce genre de manifestation un petit peu sauvage. Donc à l'époque de Uri Geller, quand celui-ci se produisait sur scène, l'un de ses grands jeux, c'était de faire redémarrer des montres. Donc il demandait dans le public des gens qui pouvaient lui donner une montre qui ne marchait plus. Il la tenait dans sa main quelques instants. Il a fait ça devant aussi bien en spectacle que devant les télévisions. Il les tenait dans ses mains quelques instants et tout d'un coup, le tic-tac reprenait, la montre se remettait à marcher. Donc beaucoup de polémiques autour de tout ça, trucage, pas trucage, comment ça peut se passer. Et finalement, on a pu trouver une explication dans, disons, au moins beaucoup des cas. C'est-à-dire que l'huile à l'intérieur des rouages se fige. Et quand on tient la montre dans le creux de la main... On va réchauffer cette huile qui va libérer le petit ressort qui était coincé et qui va redonner le mouvement à la montre. La boîte à musique, ça me fait penser aussi un petit peu à la même chose. Oui, mais là, chez Arlette, elle était toujours au même endroit, personne ne l'a touchée et la température n'a pas bougé. Justement, la température, qu'en savons-nous? On était à ce moment-là en train de cuisiner, donc j'imagine qu'il devait y avoir des feux quelque part. Pourquoi à ce moment-là, peut-être la température s'est élevée un petit peu plus que d'habitude, peut-être légèrement plus que d'habitude pour liquéfier suffisamment la graisse pour qu'elle prenne cette viscosité qui va faire redémarrer la... Je comprends bien votre honneur, ce genre d'argument. Disons que sur une histoire, un discours singulier comme celui-là, pourquoi ne pas envisager aussi simplement cette hypothèse? Tout à fait. Mais j'ai un contre-argument. Allons voir. Arlette va être d'accord avec moi parce que, Arlette, vous me le confirmez, la boîte à musique ne s'est mise à jouer que quand Chantal en avait parlé. Absolument. Pas avant, ni longtemps après. Je veux dire, ça a été vraiment au même moment, quoi. Oui, la seconde. Et je tiens à dire... à Pierre à Pierre Macias? Oui, à Pierre Macias, que nous étions en train de faire les foies, d'accord, mais les foies n'étaient pas en train de cuire. Ah. Donc, il n'y avait pas de chaleur. Allez, remballe ton argument. Non, je vais quand même pas le remballer si facilement. La chaleur des corps, peut-être. Voilà. Dans l'histoire du sang de Saint-Janvier, la critique va beaucoup évoquer la température générée par les personnes qui sont présentes dans le... Bon, c'est un autre sujet qu'on va discuter, mais disons que cet argument-là est avancé. Oui, mais là, quand même, c'est arrivé pile poil au même moment. Donc, c'est quand même extraordinaire. Mais là, il faut un certain moment pour que l'ambiance serait... Attention, je ne dis pas que c'est l'explication. Je dis, c'est
on va dire une hypothèse, oui, mais que je n'imposerai pas parce tout que à fait, c'est un discours singulier, je le dis encore. Il y a tout un contexte beaucoup plus général à voir à côté. Et puis finalement, parmi les montres que Uri Geller a fait redémarrer, il y en avait quand même quelques-unes, au dire de leurs propriétaires, dont le mécanisme était complètement cassé. Oui, donc là, il y a question. Voilà. Ouais, donc il y a vraiment question. Ma chère Arlette, donc évidemment pas de réponse précise, pas d'explication précise, vous vous en doutiez évidemment. Oui, mais bon. Mais il y a des pistes intéressantes quand même, hein. Voilà. C'est le fait. Enfin, moi, je pencherais assez pour l'histoire de l'analyse de Renaud Evrard, parce que cette ambiance chaleureuse que vous avez, finalement, vous avez ressenti l'émotion de Chantal et vous l'avez consciemment et inconsciemment entouré de votre affection, parce qu'évidemment, quand on a une amie proche qui est en proie à l'émotion, on partage cette émotion et ça crée comme ça une sorte de cocon qui entoure tout le monde qui participe à cette émotion. Et je pense que ça peut déclencher des forces. La force de l'amour, quoi, en quelque sorte, si vous voulez, Arlette. Absolument, mais ce n'est pas la première fois, justement, que nous parlions de la situation de Chantal quand elle était petite fille. Oui. Hein, et dans cette même pièce. Oui. C'est vrai. Mais là, peut-être que il y avait, je ne sais pas, une émotion peut-être un peu plus forte, un autre facteur qui a fait que. Et vous-même, Arlette, est-ce que vous avez vécu d'autres phénomènes comme ça, un petit peu particuliers? Oh ben oui, moi ça m'est déjà arrivé. Oui. Il y a 2 ans, j'ai été extrêmement, très malade et je pense que j'ai eu un signe avant-coureur parce que quand j'étais parfois allongée, je sentais comme un courant d'air qui me passait très froid. Et puis bon, je me levais, je me secouais, et puis bon, mais ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Et ensuite, je suis tombée très malade. Comme une espèce à vous entendre parler de ce courant d'air, c'est comme si vous me disiez, enfin moi, vous allez me dire si je me trompe ou pas, mais comme si vous me disiez, je sais pas moi, la mort vous frôle, quoi, en quelque sorte. La mort, non, mais c'était comme si quelqu'un m'avertissait qu'il allait m'arriver quelque chose. Enfin, c'est comme cela que je l'ai ressenti. C'est comme ça que vous l'interprétez, que vous l'aviez senti en tout cas. Oui. Et au moment de ce courant froid que vous sentiez sur vous, c'était comme de l'air, comme oui, c'était un souffle, mais très frais. Mais surtout le long du corps. Ouais. Alors qu'il n'y avait pas de courant d'air dans l'endroit où vous étiez. Non. Combien de fois j'ai regardé si des fenêtres étaient ouvertes, les portes. Non, justement, c'est là que je pensais que c'était curieux. Ah, tout à fait, Pierre. Oui, Arlette, est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu la situation? Vous dites que vous avez ressenti ces courants d'air froid au moment où vous étiez malade. Vous êtes déjà malade? Non. C'est après que je suis tombée malade. Ah, vous avez eu plusieurs fois donc ces impressions et après vous êtes tombée malade. Oui, très peu de temps après, oui. Et qu'est-ce qui vous permet en fait de faire cette relation entre maladie et courant d'air? Un avertissement je sais pas, de quelqu'un, d'une intelligence qu'on ne sait pas encore définir. Enfin, pour ma part, je l'ai pensé comme cela. Oui. Ou peut-être tout simplement votre inconscient qui tire la sonnette d'alarme de cette manière, pourquoi pas? Ah non, mais j'étais en très bonne santé à ce moment-là. Oui, non, mais tout à fait, mais... Rien ne laissait imaginer que je puisse tomber malade quelque temps après. Gravement malade. Oui, en plus, oui. Renaud Evrard, que pensez-vous de cette sensation de froid comme ça? Est-ce que notre cerveau ou peut-être autre chose peut faire sonner une sonnette d'alarme comme ça d'une manière ou d'une autre? Bon, il y a plusieurs choses. On peut pas vraiment conclure parce que il y a toujours, ça peut être rétroactif, c'est-à-dire après coup, c'est sûr qu'on se rend compte que tiens, c'était peut-être des signes précurseurs. Oui. Mais bon, voilà, ça c'est toujours le problème. Oui. Mais avec les cas de prémonition ou de choses qui peuvent paraître prémonitoires, mais par contre, on a vu beaucoup de cas et ça depuis
le somnambulisme magnétique. Donc ça fait depuis le 18e siècle, oui. On voit des cas comme ça de personnes qui arrivent à prédire les maladies qu'ils vont avoir. Et c'est-à-dire, à tel moment j'ai telle maladie, ça va s'arrêter à tel moment, si on me donne tel médicament. Et puis même, parfois, ils arrivent à prévoir pour les autres. Et donc, on a pas mal comme ça, justement, des gens qui vivent la maladie, mais comme sur un autre plan, plus spirituel, en fait. Ouais. Donc ce serait peut-être dans ce sens-là, oui. En tout cas, Arlette, vraiment, je tiens à vous remercier d'avoir eu la gentillesse de venir nous rapporter cette histoire que je trouve très belle, cette histoire de petite boîte à musique qui est comme un signe pour votre amie Chantal, à qui je vous charge de transmettre nos amitiés. Bien, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Arlette. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Vous le savez, vous pouvez nous contacter par le biais du standard 0826 300 300. Morad est là pour écouter d'une oreille attentive vos témoignages et ensuite vous faire passer à l'antenne. Vous pouvez nous contacter par SMS en tapant Sud sur votre portable, en laissant un espace derrière Sud et en rédigeant votre commentaire, votre témoignage, pourquoi pas, comme l'a fait Stéphanie qui nous appelle du département du 34 et qui nous a dit « J'ai vécu un rêve prémonitoire où j'ai vu se dérouler un accident dans les moindres détails et 2 jours plus tard, il s'est produit dans l'entourage d'un ami proche. » Donc ma chère Stéphanie, je vous demande soit de nous envoyer un numéro de téléphone où on peut vous contacter ce soir, vous l'envoyez au 71 200 comme vous l'avez fait pour votre précédent SMS, ou nous appeler au 0826 300 300 parce que votre témoignage me paraît tout à fait intéressant. Dans quelques minutes, nous allons recevoir Jean-Pierre des Pyrénées-Orientales qui lui a vécu un rêve prémonitoire tout à fait intéressant. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Beneddi, les aventuriers de l'étrange. Avec vos témoignages et l'analyse de mes invités, Pierre Massias, qui est le webmaster du site internet psylande.org, le site internet où vous pouvez retrouver en téléchargement disponible les archives de toutes les émissions des Aventuriers de l'étrange depuis le début. Vous pouvez les télécharger sur psylande.org et vous allez pouvoir également retrouver toutes les références de livres dont on parle dans cette émission, que l'on cite, les conférences, les numéros de téléphone, enfin bref, toutes les informations que l'on donne sur dans les Aventuriers de l'étrange. Pierre. Oui, et ça me fait penser que j'ai mis en ligne une petite vidéo un petit peu explicative de la parapsychologie, mais très rapide, je dirais, très soft. Oui, petite vidéo que j'invite tout le monde à regarder parce que ça, sans rentrer dans des termes, des idées compliquées, ça donne vraiment la notion de ce qu'est la parapsychologie. Intéressant. C'est une vidéo associée à la petite intervention qu'avait fait Mario Varvoglis, le président de l'Institut Métapsychique International. Voilà. Tout à fait. Bon, parfait, ça à découvrir sur psylande.org et également à mes côtés Renaud Évrard, membre du GEUMI, donc le groupe d'étudiants de l'Institut Métapsychique International. Nous avons maintenant Jean-Pierre qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Louis. Jean-Pierre, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales. Oui. Et vous avez vécu plusieurs cas de prémonition. Beaucoup, oui. Et mais en même temps, j'allais dire, votre métier vous y incite. Non, c'est parce que vous avez une certaine sensibilité que vous faites le métier que vous faites actuellement. Quel est votre métier, si ça n'est pas discret? Là, je suis actuellement en retraite, mais je suis artiste peintre et j'étais musicien. Voilà, donc une sensibilité quand même, peut-être, j'allais dire... Exacerbée, direz-vous. Oui, au-dessus de la norme, quoi, en tout cas. Peut-être, mais enfin, bon. Et je tiens à dire quand même, pour que pour que notre dialogue ne soit pas faussé, que je me suis quand même intéressé à certaines choses à une époque. Oui. Et j'ai vécu pendant 5 ans avec une jeune femme, médecin acupuncteur. Et si vous voulez, j'ai quand même pratiqué pas mal de choses. On va bien mettre. Oui, tout à fait. Oui. C'est-à-dire que je ne cherche à rien expliquer. Moi, je dis ce qui s'est passé. Voilà. Alors, on va commencer, Jean-Pierre, par ce rêve que vous m'aviez raconté concernant une histoire de sous, d'argent. Voilà. Racontez-nous ça. Dans la nuit du 8 au 9 mai 1995, alors je me rappelle parfaitement des dates parce que il y a eu le décès de mon père à cette époque. Alors dans la nuit du 8 au 9 mai 95, je me suis réveillé le matin et j'ai dit textuellement à ma femme, voilà, je viens de rêver que j'allais gagner de l'argent et que mon père allait mourir. Voilà, c'est tout.
Et, ah oui, plutôt dur. Enfin, je veux dire, il y a un côté plutôt sympa, mais un autre assez sombre. Oui. Non, attendez, mon père était quand même malade. Hein. On met les choses au point. Bon. Ouais. Et puis, donc ça, c'était donc le 9 mai. Le 10 mai, alors voilà, là, j'avais préparé une exposition et tout. On était un petit peu fauchés, comme je vous ai expliqué. Et il me restait 1000 balles sur le compte, en crédit. Voilà. Et le 10 mai, je sais pas ce qui m'a pris, vers 14h, je me rappelle toujours, j'ai accompagné mon épouse au travail, puisqu'elle travaillait dans le social, en plus, bon. Ouais. Et j'ai pris la carte bleue et je suis allé retirer les 1000 balles qui nous restaient. Voilà. Ah, et sur un coup de tête comme ça? Comment? Sur un coup de tête comme ça? Sur un coup de tête. Je suis allé au casino de Canet, hein, côté de chez nous, à 10 km de Perpignan. Et c'est très simple, 20 minutes après, j'ai pris une machine, 20 minutes après, j'ai tiré un gros lot, à l'époque, c'était 30 000 francs. Ah oui, bah ça va, vous aviez amorti les... Oui, j'avais amorti 1000 francs. Non, mais le plus drôle, c'est que je gagne ces 30 000 francs, donc à l'époque, on pouvait les faire payer ou en chèque ou en liquide. Moi, je les ai demandés en liquide, voilà. Je me suis retourné et une autre machine m'a attiré. Alors, je me rappelle toujours, j'ai mis une pièce dedans, c'était, un jeton dedans, et j'ai gagné 10 000 francs. Énorme. Et tout ça en 1h30, on va dire, hein, pour ce qui fait grosso modo actuellement la valeur de 6 000 à 6 100 euros. Ah, 6 000 euros de l'heure, c'est bien, hein? Ah oui, de l'heure, c'est ça. Donc j'ai pris mon argent. Alors, comme je vous ai raconté, le côté très drôle de la chose, c'est que le soir je suis rentré. Alors anecdotiquement, j'ai dit à ma femme, j'ai pris les derniers 1000 balles qui nous restaient. Vous imaginez sa tête? Bah oui, j'imagine. Et puis je lui ai dit, mais enfin ça c'est la mauvaise nouvelle, et la bonne, j'ai ouvert ma sacoche et j'ai sorti 40 000 francs en liquide. Voilà. Génial. Et ce que je tenais à dire, alors donc ça c'est la première partie, et le 12 mai, donc 2 jours après, enfin le 11 mai, pardon, le lendemain, le 12 mai, mon frère me téléphonait que mon père venait de décéder. Ah oui. Voilà, donc j'avais rêvé de ça dans les... Mais alors, revenons, Jean-Pierre, si vous le voulez bien, sur votre rêve, peut-être un peu plus en détail. Est-ce que vous en avez gardé le souvenir? Parfaitement. Mais j'ai beaucoup d'anecdotes de ce genre-là. Mais sur celui-là, d'abord, oui, qu'est-ce que vous avez rêvé exactement? Comment ça s'est passé? Non, qu'est-ce que vous avez rêvé exactement? Est-ce que vous vous rappelez des images de ce rêve? Comment vous expliquer ça? Je n'ai pas vu d'argent, j'ai rien vu. J'ai rêvé d'argent, c'est-à-dire dans mon subconscient, j'ai rêvé d'argent et de décès, voilà. Mais je n'ai ni vu mon père mort, ni vu les machines à sous. On se met bien d'accord. Hein? Oui, tout à fait. Disons que psychologiquement, il y a quelque chose qui m'a tracassé psychologiquement, voilà. Oui, je comprends très bien. Hein? Donc je n'ai pas pu le matérialiser physiquement. Oui. Mais je me suis réveillé en disant à ma femme cette chose-là. On va gagner de l'argent. Et mon père... papa va décéder. Oui. Est-ce qu'en ce qui concerne le décès de votre papa, les médecins ou l'entourage vous avez laissé entendre que c'était une question de jours, Alors, d'heures? Je vais vous dire quelque chose qui va fort vous surprendre. Ça faisait 20 ans que je ne parlais plus à mon père. Oui. Voilà. Je suis issu d'une famille bourgeoise. Oui. Et le fait que j'ai voulu faire de la musique et de la peinture a fait que nous n'avions pas des relations très chaleureuses. Très chaleureuses, oui, pour le moins qu'on puisse dire. Puisque j'avais fait des études supérieures et tout ça, et que j'ai tout abandonné pour me consacrer à mon art. Donc, alors, je ne savais même pas que mon père... Enfin, je vous dis que mon père était malade par honnêteté, je vous dis qu'il était malade parce que... Mais moi, je ne le savais pas. Ah, vous l'ignoriez Je l'ignorais. Mon frère m'a appelé, j'ignorais que mon père était... Je savais que... j'avais entendu dire qu'il était fatigué, il avait 84 ans. Hein. Oui, en même temps... Mais si vous voulez, je ne savais pas qu'il était, disons, en phase terminale. Oui, tout à fait. Vous l'avez appris quand votre frère vous a appelé. Quand mon frère m'a téléphoné. Oui, effectivement, ça c'est ce qu'on peut appeler. Alors là, avant de parler de vos autres rêves, Jean-Pierre, parce que vous avez eu d'autres prémonitions, Renaud, c'est ce qu'on peut-être appeler un rêve prémonitoire. Qu'en penses-tu? Oui, tout à fait. C'est des rêves prémonitoires que chacun aimerait faire, quoi. Mais enfin, sauf pour le décès de son père. Gagner de l'argent, ça c'est vrai, c'est pas mal. C'est vrai que c'est un rêve très ambivalent, et puis toute l'histoire est très ambivalente parce que finalement, en gagnant de l'argent, vous retrouvez un statut un peu bourgeois finalement. Non, il faut que vous sachiez. Enfin, c'est pas ça. Bourgeois, je l'ai toujours été, on va dire. Ça me gêne de dire ça, mais de mentalité, plus ou moins, j'ai toujours bien vécu comme tous les artistes. Hein.
D'accord. Voilà. Alors, le fait de gagner de l'argent m'apportait peu parce que il m'arrivait de vendre 3 tableaux dans le mois ou de pas en vendre pendant 6 mois. Je veux dire, je faisais des travaux accessoires. Ayant eu un diplôme supérieur, j'arrivais toujours à avoir des métiers, des à côté qui rapportaient un peu de sous. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Donc, je pense pas qu'on puisse lier cette somme à un statut de bourgeoisie ou je dirais on va le lier à un statut de bien vivre. Oui, l'argent n'était pas votre préoccupation première, parce quoi. Que ma femme travaillait quand même. Je veux dire, moi des fois il m'arrivait de gagner en un mois de quoi vivre 6 mois. Vous savez, enfin vous imaginez. Oui, tout à fait. Et vous vivez dans le milieu artistique d'une certaine façon. Vous savez comment ça se passe. Exactement. Oui. Mais il est bien entendu que moi je cherche aucune explication à tout ça et ça me convient parfaitement. Hein. Oui, vous le vivez très très bien. Absolument, mais j'ai d'autres choses. Si je vous disais tout, vous seriez époustouflés, quoi. Oui, tout à fait, j'imagine. Là, ce qui est intéressant aussi dans ce que vous amenez, c'est que le rêve prémonitoire, on peut pas s'arrêter à ça non plus, parce que en fait, c'est comme si toute votre conduite pendant cette journée était comme guidée, en fait. Oui, ça, je suis un peu d'accord avec vous. Et puis, en fait, ce qui est intéressant, c'est que même vous dites à votre femme, vous interprétez tout de suite votre rêve, en fait, hein, dès le réveil. Oui, c'est ça. Je me revois encore. Et en même temps, vous n'êtes pas sûr. Vous êtes dans un état où finalement, vous avez la moitié du savoir, quoi. Et comme une signification mais trouée, qui se cherche encore, en fait. Et c'est seulement après avoir fait toute cette journée que tout l'ensemble prend son sens. Absolument. Là, oui, je vous rejoins, oui. Et donc ça, en fait, c'est vraiment une caractéristique des phénomènes. C'est-à-dire que les gens ne vont pas croire, enfin justement, il faudrait que les gens ne croient pas qu'à partir du moment où ils vont rêver d'argent, il va avoir quelque chose avec de l'argent dans la journée. Justement, ça fonctionne pas du tout comme ça. On ne sait jamais, en fait. On a une genre d'impression, mais qui nous paraît totalement futile, et on fait notre journée avec sur un mode très intuitif finalement, et on se rend compte finalement, ça prend son sens au fur et à mesure, comme une phrase, quoi. Par exemple, le lendemain, je me suis senti obligé de prendre la carte bleue, je me suis senti obligé d'aller jouer. Oui, c'était... Alors je ne savais pas du tout d'où cet argent allait venir. Je ne savais pas si c'était un gain d'ailleurs, est-ce que quelqu'un parce que j'avais des tableaux vendus à crédit, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, tout à fait, oui. C'est à partir de 14h l'après-midi, quand j'accompagnais mon épouse, que il m'est venu, j'ai dit, il faut que j'aille à Canet, il faut que je fasse ça. Je tiens à vous signaler que je suis jamais pu retourner au casino. Oui, c'était vrai. Oui, c'était vraiment ce jour-là qu'il fallait y aller. Très fortuit. Oui. Pierre, qu'en penses-tu? Oui, il vient d'arriver un message SMS justement qui nous demande est-ce que vous alliez souvent au casino? Eh ben voilà la réponse. Alors, je vais vous dire quelque chose. À une époque, oui. J'y allais souvent. J'ai toujours été, et là j'ai la preuve, un gagnant. Oui. Mais c'était pas régulièrement. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, j'allais une ou deux. Je pouvais y aller 2 jours de suite et puis y aller pendant 1 an. D'accord. Voilà. Mais j'ai toujours gagné. Voilà. Mais vous aviez la baraka, quoi, vraiment, comme on dit. Mais j'ai la baraka. Je vous expliquerai d'autres choses qui vont vous faire rire, quoi. Mais j'ai la baraka. Ouais. Et d'ailleurs, le SMS demande votre père était-il dans un coma? Ça, vous l'ignoriez au moment, jusqu'à ce que votre frère vous appelle, quoi. Mon père était dans le. Attendez. Oui, je crois qu'il était dans le coma à ce moment-là, puisque mon frère me l'a dit après. Moi, je ne le savais pas qu'il était dans le coma, je ne savais pas. Oui, tout à fait. Mais je pense qu'à cette époque-là, il était dans le coma, puisque il est mort 3 jours après, donc... Oui, comme disait Renaud, on est dans une situation qui m'aurait tendance à montrer le phénomène psy. J'aimerais quand même préciser une chose, c'est que bon, il faudrait quand même pas croire qu'on gagne au loto si facilement. Justement, j'aimais beaucoup de réserves, faudrait pas que les gens en entendent. Oui, voilà, tout à fait. Vous connaissez l'histoire. Quand ils gagnent de l'argent, quand ils rêvent d'argent, ils vont gagner. C'est voilà. pas ça. Moi, j'ai rêvé de ça, et il y a quelque chose qui m'a poussé. J'aurais pu perdre éventuellement, mais je sais pas pourquoi. J'ai pris cette carte bleue et je suis allé bouffer les derniers 1000 balles que nous avons. En plus, vous étiez vous vous êtes mis volontairement au bord de la falaise, quoi. Là, c'était un peu rude, quoi. Oui, dans les et de l'autre côté, je vais vous dire quelque chose. Il ne m'est jamais venu à l'esprit à aucun moment que j'allais
faire que je faisais quelque chose de mal. Est-ce que vous comprenez? Oui, complètement. Alors qu'en temps normal, je me disais, tiens, je vais pas acheter ça parce que on va avoir une fin de mois difficile. Juste, là, etc. pas du tout, j'ai pris, je suis allé. Je tiens à vous dire que j'ai gagné au premier coup, hein. Oui. Et ensuite, j'ai regagné au premier coup sur l'autre match. C'est ça, voilà. c'est ça. Oui, et ça, c'est une histoire, en fait, qu'on rencontre assez souvent, je dirais, dans les casinos, que ce soit le casino de Canet ou même les casinos alentours, comme celui de Gruissant ou celui de Vitia ou Argelès. Vous avez Amélie-les-Pins. Oui, on entend souvent des gens dire, moi je suis là, je joue depuis des heures et des heures, j'ai perdu une fortune. Et puis tout d'un coup, quelqu'un arrive, met 2 jetons et bling. 2 jetons et il se fait la cagnotte. Ouais. C'est vrai ce que vous dites. C'est vrai. C'est une histoire qui se rencontre et qui se répète assez souvent. Alors attention quand même. Oui, mais moi j'étais pas là à surveiller les machines où quelqu'un avait beaucoup joué. Non. Mais la personne arrive comme ça, se met sur n'importe quelle machine et puis voilà, ça tombe. Je me rappelle, c'était 3 aigles, magnifique. Ça marque, ce genre de choses. Oui. D'un côté c'était 3 aigles et de l'autre côté c'était 3-7. D'accord. Ouais. Oui, donc si on en revient à la notion de prémonition, effectivement, peut-être qu'on peut parler de psy, en tout cas au niveau du rêve qui annonce le décès d'un proche qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a une charge émotive forte en plus et qui déborde, je dirais, sur une notion, sur cette possibilité, après tout, de prémonition à propos d'un gain, sans savoir de quel gain il va s'agir. Et d'où il va venir. Comment ça va venir. Ça aurait pu être un chèque, ça aurait pu être c'est ce que je vous une toile vendue, voilà. J'avais vendu des tableaux à crédit, ça aurait pu être... Oui, un paiement qui arrive. Un paiement qui arrivait. Inattendu, quoi. Mais oui, tout à fait. Et là, disons que je vous ai cité ça parce que votre émission m'intéressait, voilà. Mais on va parler, Jean-Pierre, avec vous dans quelques minutes des autres prémonitions que vous avez. Très bien. Mais si vous avez la baraka au casino, c'est-à-dire que si vous pensez... Il faut en profiter. Par exemple, je vais vous dire pourquoi, parce qu'actuellement, je sais que je n'ai pas la baraka. Oui. C'est pas le moment, quoi. Voilà, mon épouse vous dira, c'est dommage, elle n'est pas là, mais mon épouse vous dirait que il m'est arrivé de lui dire, ce soir, nous allons au casino, puis je m'en cache pas, j'allais avec elle. Hein. Oui, bien sûr, oui. Elle a horreur de ça, elle s'asseyait à côté de moi et je lui disais voilà, et elle pourrait confirmer, et elle le dit lors de repas quand nous recevons des amis, qu'elle ne comprenait pas et que je lui disais, et je lui dis tiens voilà, là nous allons gagner. Voilà. Et bim, ça tombait. Et ça tombait. Alors attention, de petites sommes, mais enfin, je veux dire, c'était des 2000, des 3000, des 4000 francs, quoi. Ah, c'est pas mal, quand même. Ah oui, c'est ça n'a jamais été... Oui, non, mais enfin, c'est selon aussi la façon dont je jouais, mais... Oui, bien sûr. Et après, je m'arrêtais, Je m'arrêtais, je lui offrais le restaurant toujours et la rose parce que ça se fait beaucoup à Canet. Et puis nous rentrions, il y avait toujours 2-3 000 francs de... Ouais. Pierre, Renaud, j'aimerais venir quand même. Bon, il y a cette question d'argent. Oui, Pierre, vas-y. Oui, juste une petite chose, Louis. Oui. Disons que comme je connais le casino de Canet, comme j'ai quand même l'occasion d'aller dans les parages, si d'aventure un jour vous sentez la baraka revenir, sans idée de contrôle, mais simplement pour voir ce que ça peut donner. Pour être témoin, quoi. Pour être témoin. Vous nous envoyez un petit mail. J'accepte parfaitement, sans problème. Et puis voilà, j'irai avec vous. Et on partage les gains. Non, je rigole. Je rigole. Non, en plus je joue pas, moi je risque rien, donc il n'y a pas de problème. Mais moi je vous dirais que je joue pas en définitive, voilà. Bah oui, parce que sinon vous y seriez tout le temps. Ah oui, puis évidemment. Je veux dire, j'ai 64 ans, donc j'en ai vu se ruiner, j'ai vécu à Saint-Tropez des années, tout ça, j'ai vu ce que se donnait la folie du jeu. La folie du jeu, bien sûr. J'aimerais, Renaud et Pierre, que nous nous posions quelques instants sur l'autre côté du rêve prémonitoire de Jean-Pierre, c'est d'apprendre le décès de son père. Alors qu'il savait qu'il était fatigué, certes, 84 ans, évidemment, on peut pas être à la force de l'âge comme on est à 20 ans. Des gens de la famille qui me disaient qu'il était... Mais je veux dire, il y avait instruction, il avait donné les instructions de ne pas me prévenir. Ouais. C'était un ancien militaire supérieur. Mais peut-être un peu rigide, quoi, on va dire. Très rigide. Oui. Et alors, quand même là, comment ce mécanisme d'information qui arrive peut-il se produire, Renaud Évrard? Est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de réflexion dans ce sens-là? C'est pas évident parce que c'est vrai que là, on a vraiment une prémonition où on pourrait dire que
ce serait une prémonition du fait qu'il a le coup de fil. Mais enfin, il aurait pu très bien ne pas le savoir finalement. Si les consignes avaient été respectées, il n'aurait rien su, il n'aurait pas pu vérifier. Ouais. Là, c'est vraiment étrange parce qu'on a 2 prémonitions et en même temps, on comprend pas pourquoi elles sont associées en fait. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a comme une énigme, mais qui serait, on pourrait dire, psychodynamique. Finalement, il y a un équilibre entre la perte de son père, finalement vécu pour l'instant sur un mode très négatif finalement, sur le rejet, sur le fait qu'ils ne se sont pas parlé, même si c'est son père. Et de l'autre côté, tout cet argent qui vient comme compenser quelque chose, en fait. Et donc, c'est comme s'il y avait un travail psychologique qui était à faire, et finalement, le problème, ce serait justement, ce qui a été bien là, de s'arrêter au gain, et de ne pas réfléchir sur le deuil qui est à faire, quoi. Ouais. Ah, peut-être. Pierre? Oui, mais... Oui. Attendez, Jean-Pierre, juste 30 secondes. Oui, je sais pas si je serais partant pour aller aussi loin que Renaud dans la tentative d'explication. Je dirais que on parle de prémonition, ça peut être de la télépathie. Peut-être, oui, la forme même du mot télépathie, au loin, télé au loin, et pathie, pathos, affection, ça définit pratiquement le type même de contact télépathique qu'on peut avoir. Avec mon frère, mais qui ne me parlait pas, il respectait le blackout. Oui, le blackout, mais j'étais en relation avec mon frère. Ou tout du moins, mon frère m'appelait au moins une fois tous les 6 mois ou tous les ans. Ouais. Alors peut-être que mon frère ayant pensé, en disant il faut prévenir Jean-Pierre, absolument, voilà, papa est malade. Est-ce que je peux me permettre, avant de faire une pause et de vous retrouver à nouveau Jean-Pierre, d'émettre une hypothèse? Renaud, Pierre, Jean-Pierre, vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que il y a eu effectivement un phénomène de télépathie qui s'est produit entre le papa de Jean-Pierre et Jean-Pierre, et que ce phénomène soit assez fort pour ouvrir une porte où, comme ça, d'autres phénomènes, par dynamique, s'est engouffré, quoi. D'autres informations se sont engouffrées, comme donner accès durant un rêve, à une espèce de prémonition un peu plus forte, une capacité de Jean-Pierre de sentir un petit peu plus fortement son avenir proche. Est-ce que c'est personnellement, j'aime bien tu vois ce que je dis ? Oui, j'aime bien votre... Merci. Non, c'est vrai, je suis en train de penser en même temps que vous. Oui, personnellement, j'aime bien cette hypothèse le psy qui apparaît, c'est-à-dire un mécanisme qui se déclenche et qui enclenche un autre, quoi. Pourquoi pas, voilà, par effet de ricochet en quelque sorte. Oui, enfin, se déborde, ça s'étend, ça aggrave quelque chose au passage. Mon père, qui ne me parlait pas depuis 20 ans, avait dit à mon frère, 1 an avant, j'ai fait une erreur avec ton frère, c'est-à-dire avec moi, et nous aurions dû parler. Voilà. Bah, c'est au moins déjà ça. Voilà, il avait dit ça. Renaud, que penses-tu de... Il a pensé fortement. Oui. Ah, sûrement. Renaud, que penses-tu de l'hypothèse que j'ai émise? Ben, elle est très bonne. Bon, bah, d'accord. Non, Renaud, comment c'est intéressant, mais c'est vrai que là, en fait, c'est tout cet état affectif et toute cette question justement d'une ambivalence, de perdre, de gagner, du père qui est bon et mauvais à la fois, du mauvais et du bon fils finalement, fait que ces 2 éléments sont associés au niveau de la signification. Donc après, on peut imaginer que c'est des informations distinctes qui se chevauchent, mais bon, c'est une façon de le voir, effectivement. Ouais. Alors, on va faire une pause. Jean-Pierre, vous restez avec nous parce que vous avez d'autres prémonitions à nous raconter. On se fait une pause et on se retrouve dans quelques instants. Vous le savez, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300, 0826 300 300 pour nous apporter vos témoignages, comme l'ont fait Arlette et comme le fait Jean-Pierre actuellement. Pierre Massias et Renaud Évrard et moi-même, évidemment, votre serviteur, nous sommes là pour essayer d'échafauder peut-être quelques hypothèses en votre compagnie. Vous pouvez nous envoyer des SMS comme vient de le faire Gilles par exemple, qui nous dit: j'aime vos émissions formidables, merci Gilles. Les prémonitions négatives, voire noires, peuvent-elles être perturbantes pour l'entourage de l'individu? Eh bien, on se posera la question. Elles peuvent évidemment, surtout quand ça annonce un décès, évidemment, mon cher Gilles. Vous pouvez donc continuer à nous envoyer vos SMS au 71 200 précédé du mot Sud sur votre portable. Vous laissez un espace et vous rédigez votre commentaire ou vos questions. À tout de suite. Sud Radio. Samedi et dimanche, 22h minuit. Louis Bénédy,
les aventuriers de l'étrange. En compagnie de Pierre Massias, webmaster du site internet où vous pouvez retrouver pour les podcaster, les télécharger, les écouter en direct en ligne, toutes les archives des émissions des Aventuriers de l'étrange dans leur intégralité. Le site internet c'est psiland.org, psiland.org, et Renaud Évrard qui est membre du GEIMI, du groupe des étudiants de l'Institut Métapsychique International, et Jean-Pierre des Pyrénées-Orientales. Jean-Pierre, vous avez d'autres rêves prémonitoires ou d'autres prémonitions à nous raconter? Oui. Alors, c'est pareil, là c'est dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1998. Je vous signale que je note tout ça. Ouais. C'est pour ça que j'ai des dates précises. À 4 heures du matin, mon épouse me réveille en me disant je viens de voir Marie. Alors, Marie était une vieille dame qui s'occupait, dont ma femme s'occupait. Oui. Voilà. Elle me dit je viens de voir Marie et elle tenait ta maman par la main. Alors, je vais vous dire autre chose. Bon, là, je m'étais... donc, mon père ayant disparu, j'étais bien avec ma mère. En fait, j'avais repris contact avec ma famille. Mais ma nouvelle épouse, là, donc Gisèle, celle qui m'a dit ça, ne connaissait absolument pas ma mère. D'accord. Et elle me dit, voilà, Marie tenait ta maman par la main. Elle me l'a amenée et elle est décédée. Il était 4 heures du matin. Bon, j'ai dit, ça t'a fait un mauvais rêve. Bon, bref, peu importe. Ah oui, mais moi, ça l'a réveillée en pleine nuit quand même, hein? C'est-à-dire, elle l'a vu. Ce n'est pas un rêve, c'est une vision dans la nuit. Oui. Donc, elle ne connaissait pas ma mère. Ma mère était malade, mais pas au point de disparaître subitement. Et le lendemain matin, à 7h25, je recevais encore un coup de téléphone de mon frère pour me dire, maman est décédée cette nuit. Je lui ai demandé à quelle heure et il m'a dit à 4 heures du matin. Ah voilà. Oui, effectivement, oui. Et là, c'est pas moi cette fois, puisque moi je dormais, et c'est mon épouse qui ne connaissait pas ma mère, qui l'avait vue qu'en photo, oui. mais qui lui parlait au téléphone, parce que bon, des fois maman appelait, bien sûr. La mort de mon père, après, elle avait repris contact avec moi, elle m'appelait et tout ça, mais voilà, encore une chose à comprendre. Alors cette dame, cette Marie, cette vieille dame dont Gisèle s'occupait, enfin dont mon épouse s'occupait, était une vieille dame handicapée, voyez-vous, donc qui ne connaissait absolument pas ma mère. Ah oui, ça on peut et s'en alors douter, j'ai bien demandé je vous ai dit que c'était un rêve, on va dire que c'était une prémonition. J'ai bien demandé à mon épouse, j'ai dit, mais attends, tu as rêvé ou quoi? Elle m'a dit, non, là, maintenant, alors nous avons une grande chambre avec des vieilles armoires, des trucs, elle a dit, là, devant cette armoire, Marie m'a amené ta maman et m'a dit qu'elle était morte. Et il était donc 4 heures du matin quand elle m'a dit ça, et ma mère est morte à 4 heures du matin. Oui. Voilà, alors là, c'est ça, oui. Mais moi, ça ne me bouleverse absolument pas, hein, bon, la mort est inévitable, bon... Certes, oui. Et là, Renaud Évrard, qu'en penses-tu? Renaud? Nous avons perdu Renaud. Ah, on l'a retrouvé. Renaud? Allô? Renaud? Ah, je crois qu'on a eu un petit problème. Donc, Pierre, quelle est ta première analyse concernant... Là, on peut parler de télépathie. Enfin, il y a eu un contact, il y a eu quelque chose. Mais bizarrement, pas avec Jean-Pierre, mais plutôt l'épouse de Jean-Pierre. Oui, bon, j'imagine que dans le couple, il y a une symbiose, une certaine symbiose. C'est sûr. Oui, ça c'est incontestable. Oui. Bon, donc on peut s'attendre peut-être à ce que Gisèle soit dans une situation plus propice à vivre des phénomènes psy, si on part de l'hypothèse que Jean-Pierre lui-même vit des phénomènes psy. Oui. On est dans le cadre, donc on est dans un environnement où ce genre de phénomène est tout à fait admis. Ce qui est intéressant, c'est peut-être, en fait, c'est vraiment peut-être ça, parce qu'on parle souvent de normalité. Qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal? Finalement, vivre des phénomènes de cet ordre-là, pour certaines personnes, ça devient banal, ça devient normal. Ah, pour moi, c'est normal. Oui. Voilà. Oui. Donc, il y a un certain nombre quand même de filtres qui vont sauter, qui vont pouvoir qui vont permettre à une faculté psy d'apparaître, un phénomène psy d'apparaître ici. Bon, une vision, là encore, on est on n'est pas dans la prémonition, semble-t-il, on est dans la clairvoyance, c'est-à-dire ce serait donc de toute manière c'est la connaissance d'un phénomène qui est distant,
mais il se passe au moment où on le vit, manifestement. Oui, parce qu'il y a une coïncidence, une corrélation exacte entre l'heure du décès de la maman de Jean-Pierre et le moment du réveil de l'épouse de Jean-Pierre qui l'a rêvé et qui a vu la dame dont elle s'occupait, cette vieille dame, Marie. Oui, alors pourquoi passer par cette dame? Peut-être parce que c'est un élément sympathique, un élément transitoire pour et puis c'est une vieille dame, elle aussi. Cette vision. Oui, mais c'est une vieille dame. 10 ans après cette affaire. Oui, mais c'était une vieille dame aussi. Oui, c'est une vieille dame. Voilà, quelqu'un qui représente un petit peu une sagesse, une assurance. Et on est typiquement dans les cas qui ont été rapportés à Camille Flammarion lors de sa grande enquête. C'est ce que j'allais te dire. Les apparitions au moment de la mort. Tout à fait. Donc pourquoi pas un psy, un phénomène psy, pourquoi pas. Ouais. Et c'est vrai que Camille Flammarion, puisque tu as cité ce livre que vous avez lu aussi, Jean-Pierre, je l'ai là sur mon bureau. Et où il rapporte énormément de témoignages, voire même de personnes qui étaient installées dans un bureau, qui ont vu rentrer quelqu'un, c'est-à-dire la porte s'ouvrir, la personne faire un tour dans le bureau, prendre quelque chose, repartir, refermer la porte. Oui, il y a différents aspects. Et cette personne était décédée pile au moment où elle est rentrée en fait elle ne pouvait pas être là, quoi. Voilà. Pourquoi ça se manifeste de telle manière plutôt que de telle autre? C'est pas évident à interpréter. Comme tu disais, là, ça peut être une personne qu'on voit à un endroit et qui vit une scène tout à fait banale, qui est étonnante, qui ne laisse même pas penser à un décès, mais une situation étonnante comme ça. Ouais. Ça va se manifester sous plusieurs formes. C'est là où on va avoir du mal à interpréter, à dire est-ce que c'est réellement la personne qui est venue ou est-ce que c'est la personne qui a ressenti et qui a traduit ça par une attitude courante de la personne qu'elle connaissait. C'est-à-dire, ça n'est pas un esprit qui vient en lieu et place de l'apparition, mais c'est une manière de concrétiser un ressenti en ayant la vision d'un fait habituel de cette personne qui, à ce moment-là, est en train de décéder ailleurs ou qui va décéder. C'est-à-dire que le cerveau reçoit une information par un canal, alors là, on ne sait pas. On n'en sait rien. Et comme lui ne sait pas quoi en faire, comment la traduire concrètement, il provoque une apparition. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Si on admet le phénomène psy, alors c'est pour l'instant aucun canal n'a pu être en évidence, hormis quelque chose qu'a dit peut-être Maud Christen c'était l'une des premières, sinon la première à le dire, parce que c'était vraiment un ressenti de sa part. Maud Christen, grande voyante, qu'on a eu comme invitée, qui nous a dit que lors d'une voyance, elle a le souvenir du futur. Donc là, ça laisse envisager, c'est joli en soi, mais plus de manière plus pragmatique, ça laisse aussi envisager une voie de compréhension, d'interprétation de ce qui peut se passer au niveau du cerveau. Nous avons récupéré Renaud Évrard. Renaud, on t'a perdu pendant quelques instants. Oui, désolé. As-tu pu écouter le témoignage de Jean-Pierre? Oui, j'ai entendu des brides, en fait, un peu en décalé, donc. Oui. Mais j'ai entendu les réponses de Pierre Massias, c'était plutôt bien débrouillé, donc. J'espère que ça a répondu aux questions de Jean-Pierre. Ah, mais moi, je me pose... Oui, enfin, je suis très heureux d'avoir pu dialoguer avec vous, bien entendu. Mais je veux dire, je me pose aucune question. Oui, vous vivez très bien avec, hein. Oui, il faut vivre avec, parce que je vais vous expliquer. Si l'on commence à se poser des questions à ce sujet-là, on va péter les plombs et on va se trouver différent des autres. Ah, non, on peut toucher le prix Nobel si on réussit à expliquer la télépathie, hein, mon cher Jean-Pierre. Vous me donner une idée. Vous voyez. Non, mais je pense qu'il y a peut-être aussi d'autres mondes, je veux dire, je crois, ce que l'on ne peut pas expliquer avec le cerveau, étant donné que nous exploitons notre cerveau, je crois, à 10 ou 12%, enfin, bon, bref, peu importe. Attention au lieu commun, quand même. Oui, bien sûr. Non, mais je veux dire, il y a peut-être d'autres portes à franchir. Moi, il y a des voyages astro, par exemple, ça, il faut y croire, hein, puisque... Ah, ce sera l'objet d'une des émissions que nous sommes en train de préparer. Je peux me remettre en ligne avec vous. Ah bah écoutez, parfait, nous gardons vos coordonnées, mon cher Jean-Pierre. Oui, parce que ça, les réintégrations douloureuses dans le corps physique et tout, je peux vous en parler. Bon, mais si vous voulez, voilà. Moi, je ne cherche pas à comprendre. Et puis, il faut l'assumer,
il faut le vivre, quoi. Mais je m'aperçois qu'en plus je vieillis, moins j'ai de phénomènes comme ça. Hein. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi, comme disait tout à l'heure Renaud Évra, Mathias, oui. Peut-être qu'il y a aussi le cerveau était peut-être plus actif il y a 10-15 ans que maintenant. Bon, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, ça fait... Et peut-être que je percevais ou que je réceptionnais des choses que je ne réceptionne plus de la même façon maintenant. C'est possible. En tout cas, Jean-Pierre, merci pour votre témoignage. Il est évident que je garde vos coordonnées sous le coude pour pouvoir vous rappeler dans le cas où on fera des émissions sur les voyages astro. Dans quelques minutes, nous allons nous séparer avec juste le temps pour moi de dire au revoir à Renaud Évra. Merci Renaud. Merci à vous. Et puis à demain, bien entendu. À demain soir. Ah oui, demain soir, là de 22h à minuit, toute une série de témoignages, comme ce soir, tout aussi intéressants les uns que les autres. Pierre, à demain. À demain. Évidemment, on se retrouvera sur le site psilande.org pour télécharger toutes les émissions des aventuriers de l'étrange. Vous allez sur psilande.org, psiland.org, et là vous allez pouvoir télécharger toutes les émissions qui sont en archive. Je termine avec ce petit SMS charmant qu'on a reçu d'Adélaïde qui dit « Bon, je m'appelle Adélaïde, j'ai 13 ans et j'aime beaucoup votre émission, même si parfois il y a des témoignages qui me font un peu peur. » Merci pour ce SMS, Adélaïde. Pierre? Oui, il faut ouvrir le micro, mon cher Pierre. Voilà, c'est bon. Voilà. Non, je voulais juste préciser une chose. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Il faut oublier les films. Il faut oublier toutes les maisons des peurs et des horreurs. Ouais. On est là dans le cadre de phénomènes qui sont naturels. Il n'y a vraiment aucune raison d'avoir peur. On peut chercher à les comprendre simplement. Et à vivre avec le plus simplement du monde. Comme le fait Jean-Pierre. Comme le fait Jean-Pierre. Très très bien. Rendez-vous demain pour d'autres témoignages sur Sud Radio dans les aventuriers de l'étrange.